Peut-être qu'en ce moment, tu es déjà freelance, tu as des clients, une activité, des missions et tout ce qui va avec. Mais que tu aimerais ou t'aimerais te renseigner en tout cas sur comment devenir freelance digital nomade. Pouvoir faire tes missions, mais depuis l'autre bout du monde et pouvoir avoir plus de liberté par rapport à ton activité. Les questions que tu te poses sûrement et que je me suis posé à l'époque, c'est concrètement comment faire pour emporter mon activité avec moi quand je voyageais. Qu'est-ce qu'il faut gérer niveau client, niveau mission, niveau logistique, comment mettre en place tout ça et pouvoir partir sereinement tout en gardant son activité, ses missions et sa source de revenus. Dans cette vidéo, je te donne les réponses à toutes ces questions et on va parler de tous ces sujets-là. C'est parti. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Première chose hyper importante, si tu es freelance et que tu veux commencer à voyager comme digital nomade en travaillant, c'est déjà de t'assurer d'avoir une activité freelance qui tourne bien. Ce que je te conseillerais, ce serait d'avoir des revenus nets d'au moins 1 500 € par mois pour pouvoir être sûr de pouvoir survenir à tes besoins, à des imprévus, etc. Tu peux regarder en haut à droite de cette vidéo, je te mets le lien vers une vidéo que j'ai fait sur le budget que personnellement j'ai en tant que nomade digital. Donc tu verras que c'est autour de 1300, 1500 € par mois que j'ai besoin comme dépenses pour inclure tous les postes de dépenses dont tu as besoin. Mais je te conseille 1 500 € par mois net pour être plus safe. Alors bien sûr, tu pourrais aller à des destinations et vivre pour moins cher que moi ici. Mais je te recommande quand même d'avoir ce revenu-là pour avoir un peu un coussin de sécurité, pour être serein dans ton activité. Et crois-moi, la dernière chose que tu veux, c'est être à l'autre bout du monde sans argent et être bloqué, devoir rentrer. Donc avoir cette stabilité-là, c'est hyper important. Et puis, autre conseil un petit peu relié, ce serait d'avoir de ton côté ce que j'appelle un coussin, une réserve pour pouvoir vivre au moins 3 mois, de 3 à 6 mois si jamais tu n'as plus de mission. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir ça. Peut-être que tu vas avoir des imprévus de logement, de santé, etc. C'est important d'avoir ça en place avant de partir. Donc maintenant que ça c'est clair, j'aimerais te parler maintenant de pouvoir répondre concrètement aux questions que tu te poses. De te parler des critères et du fonctionnement concrètement du freelance nomade. Comment on fait, comment on s'organise, comment on met tout en place pour pouvoir être à distance. Donc d'abord, premièrement, ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais te conseiller, c'est d'indiquer clairement que tu es nomade. Okay ? Si tu deviens freelance nomade, je te dirais d'être complètement transparent sur le côté nomade de ton activité. Pour moi, tu n'as rien à gagner et tout à perdre à essayer de le cacher à tes clients. Oui, tu pourrais ne pas le dire à tes clients que tu es, je ne sais pas, comme moi au Mexique et continuer tes missions, etc. Mais moi, je porte beaucoup d'importance à la relation de confiance que j'ai avec mes clients et ça, ce serait briser cette relation-là. De deux, ça pourrait jouer des tours aussi parce que tu ne seras pas forcément sur le même fuseau horaire. Et tu vois, si je voulais respecter des horaires français, européens ici, il faudrait concrètement que je me lève à 4 h du matin, hors de question. Donc ça permet d'être plus flexible et d'avoir une bonne relation de confiance. Et puis moi, ce que j'ai vu, c'est que justement, mes clients, on va parler après du fait d'avoir des bons clients, mais mes clients personnellement, ils sont hyper contents que je sois nomade digital. À chaque fois, mes clients me demandent où je suis, qu'est-ce que j'ai visité la semaine dernière, qu'est-ce que je fais concrètement, et ils adorent me demander des nouvelles par rapport à ça. Quelque chose d'hyper important aussi, c'est que ce genre de clients-là savent que si je suis heureux dans ma vie perso, que je peux faire ce que je veux en voyageant, etc., je vais être plus heureux et donc je vais aussi faire un meilleur boulot. Ce qui est hyper important. Justement, point numéro 2, hyper important, c'est d'avoir les bons clients. Concrètement, ça va faire toute la différence. Ça va faire que ça passe ou ça casse en tant que freelance nomade. Et donc, des bons clients, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est des clients qui sont axés sur le résultat. C'est des clients qui savent que ce qui est important dans votre relation, c'est le travail qui est fait, les résultats. Peu importe concrètement si tu travailles tout nu du bout du monde, tant que le travail est fait et que les résultats sont là. Tu vois, c'est un exemple un peu, une idée à laquelle je pensais, mais ce genre de clients-là, ils s'en foutent de concrètement qui tu es, ce que tu fais, comment tu fais les choses. S'ils sont contents du travail que tu as fait et des résultats, c'est des clients qui sont axés résultats et ça change tout parce qu'ils ne vont pas être là à regarder chaque minute ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as passé, etc. C'est aussi des clients qui sont ouverts.
des clients qui savent que tu es en voyage, qu'il peut y avoir des imprévus, peut-être que je sais pas, il y a une journée où tu dois prendre l'avion, tu vas rattraper cette journée-là le week-end et voilà, ils sont ouverts, ils sont flexibles, ils comprennent qu'il y a des compromis à faire tant que le travail est fait et que les résultats sont là, bien sûr. C'est aussi des clients avec qui tu auras développé une certaine relation de confiance. Je le disais juste avant, c'est hyper important la relation de confiance. S'il n'y a pas de confiance, rien ne se passe. C'est vrai en business, c'est vrai dans tout. La confiance, c'est hyper important et encore plus en tant que freelance nomade. Donc il va falloir de ton côté travailler pour établir cette relation de confiance où ils savent que tu vas faire ton boulot, que tu es bon dans ce que tu fais, etc. Et ça commence dès la partie commerciale, de prospection, etc. Créer vraiment une relation avec les personnes. C'est pour ça que les missions qui viennent de ton réseau ou de ton contenu sont plus intéressantes parce qu'il y a directement cette relation de confiance, de gens que vous connaissez en commun, de points d'intérêt communs, etc., etc. Un truc hyper important, c'est que ces clients-là, si c'est des bons clients, ils veulent absolument bosser avec toi et personne d'autre. Ça, c'est hyper important parce que ça montre qu'ils veulent bosser avec toi, ils comprennent ta valeur ajoutée. Et puis toi, de ton côté, en général, c'est aussi des clients avec qui tu veux bosser parce que c'est des missions intéressantes, que c'est des missions qui ont, pour une entreprise dont les valeurs te correspondent, tu vois. Moi, c'est de plus en plus important pour moi d'avoir des clients en freelance qui ont des visions qui me plaisent, des idées auxquelles je crois parce que ça crée beaucoup plus de confiance et ça permet d'aller de l'avant aussi. Et puis c'est beaucoup plus puissant en fait parce que si des clients sont heureux, que tu sois heureux, que tu vives ta vie et qu'ils savent que tu fais du meilleur boulot, si toi tu as envie de bosser avec eux, qu'ils ont envie de bosser avec toi, que vous partagez les mêmes valeurs, c'est une mission win-win et c'est des clients que tu vas garder aussi sur la durée. Et ça, c'est hyper important aussi en tant que nomade, je trouve, d'avoir des clients sur la durée pour justement avoir cette stabilité financière dont tu as besoin, même si toi tu bouges, même si tu voyages. Donc voilà, avoir des bons clients, c'est vraiment indispensable. Ensuite, un point intéressant à voir, c'est la façon de structurer tes missions. Il y a plein de façons de structurer des missions. Ça pourrait être de te faire payer pour des micro-tâches, pour faire des missions temps plein, etc. Dans tous les cas, moi, ce que je te conseille, c'est idéalement des missions soit au résultat. Si tu es en marketing digital, ça peut être intéressant parce que c'est win-win. Puis là, c'est vraiment sur le travail les résultats du travail fournis. Donc, c'est intéressant pour le client aussi. Sinon, peut-être plus par forfait ou alors au temps, mais pas vraiment à l'heure, tu vois. Parce que si tu es à l'heure, il y a le risque que les clients veulent savoir ce que tu as fait chaque heure, chaque moment, chaque minute. Et ça marche pas. Si tu peux avoir plus de flexibilité, comme travailler à la journée, c'est déjà plus flexible, ou au forfait, dans ce cas-là, c'est vraiment plus axé sur le résultat et pas concrètement ce point de vue salarié de ok, il a travaillé 1 heure, il a fait ça. Donc tu as plus de flexibilité. Aussi, voilà, comme je disais, les clients qui vont vouloir avoir le détail de chaque minute, ce que tu as fait, chaque point, chaque tâche, etc. C'est pas des bons clients quand tu es freelance nomade parce que ça va concrètement te plomber la vie. J'en ai déjà eu et j'ai mis fin à la relation parce que ça devenait insoutenable. Et c'est stressant quand tu es déjà en voyage, etc. Tu veux pouvoir bosser, te concentrer sur le travail, pas passer un quart d'heure par jour à noter ce que tu as fait. Donc voilà, je trouve ça improductif et puis c'est pas forcément des bons clients. C'est des clients qui vont aussi être hyper scrupuleux et essayer de négocier aussi tout ce qui est facturation, de gratter des heures à droite à gauche. Donc conseil, ce genre de client-là, c'est non. Un point hyper important, je pense que c'est le 4e point de cette vidéo, c'est la communication. La communication, ça va être hyper important, ça l'est déjà de base, mais quand tu es à distance, quand tu es à des milliers de kilomètres sur des fuseaux horaires différents, c'est encore plus important. Et je te conseille vraiment de prendre le lead sur la communication, de bien définir comment vous allez communiquer ensemble, peu importe si tu es dans le même pays que tes clients ou ailleurs. Donc il va y avoir, de mon conseil, je te recommande vraiment d'avoir un point hebdomadaire pour vraiment avoir un suivi et que tes clients voient que tu es sérieux, que tu es là, etc. Donc ça peut être soit simplement une vidéo enregistrée, partage d'écran où tu t'enregistres pour raconter ce qui s'est passé dans la semaine, les avancées, les blocages, etc. Et donc tu l'envoies toutes les semaines à tes clients. Soit ça peut être des points en visio, en live. Ça, je te recommande plus ça si tu n'as pas 36 clients parce qu'il y a une relation qui se crée. Pareil, comme je te disais, les clients vont te demander où tu es, ce que tu fais. Et il y aura cette relation de confiance qui est vraiment là. Ok, toutes les semaines, Ambroise il est là à telle heure, on se voit, peu importe s'il est au Mexique, en Thaïlande ou autre, il y a ça. Et donc ça, je te recommande vraiment de le mettre en place dès le début et même de faire que ça fasse partie de ton contrat. De cadrer ça, de dire il y aura une réunion hebdomadaire
bon, pas forcément l'heure, etc., mais une réunion hebdomadaire pour faire le point. Et puis de cadrer aussi, en dehors de ces réunions hebdomadaires ou de ces points vidéo hebdomadaires, de cadrer comment vous allez communiquer. Parce que ça est dans le contrat directement. Parce que ça c'est important. Et moi j'ai déjà eu des débordements de clients qui commençaient à m'appeler sur WhatsApp, sur plein d'autres choses. C'est ingérable et ça te plombe ta liberté aussi. Surtout avec des fuseaux horaires différents. Donc de bien cadrer. Moi je dis que la communication entre les meetings qui auront lieu éventuellement en live sera faite de façon asynchrone et par email ou par Slack dépendamment des clients. Et que en cas d'urgence, oui, ils ont accès à mon numéro pour WhatsApp, pour pouvoir m'appeler, etc. Mais en cas d'urgence. Comme ça, voilà, tu peux laisser se passer les choses, mais au moins c'est cadré et tu n'auras pas de problème. Tu peux garder ta liberté et continuer comme ça. Donc communication hyper importante. Ensuite, cinquième conseil que j'aurais pour toi, c'est de te donner tout simplement des critères sur les missions que tu vas accepter ou non. Concrètement, si tu veux être nomade, toutes les missions qui vont nécessiter un travail sur place, c'est non, ça marchera pas parce que tu pourras pas être nomade et tu vas perdre de la liberté, tu vas être frustré et ça marche pas si tu veux être nomade. Je dis pas que c'est mal ou autre, mais les missions sur place, en présentiel, ça fonctionne pas. Donc si tu es dans l'événementiel en tant que freelance et que tu veux être freelance nomade, ça va être compliqué, tu vois. C'est comme oui, tu pourrais être vidéographe ou photographe nomade, mais tu vas avoir des contraintes par rapport aux endroits où tu dois être, à quel moment, etc. Donc avoir de ton côté les compromis que tu es prêt à faire, ça peut quand même te permettre d'être voyagé, tu n'es pas obligé d'être nomade toute l'année non plus, mais il faut quand même avoir ce genre de critères en place pour que ça fonctionne. Je te dirais aussi comme critère, les missions où les clients veulent beaucoup de travail avec toi en direct. Par exemple, si les clients veulent travailler avec toi sur des choses, faire des ateliers, faire des journées entières de formation, etc. C'est un peu compliqué à gérer. Oui, tu peux le faire, mais personnellement, j'essaie d'éviter ça. Et ce que je te recommande aussi, c'est de trouver des missions qui vont être dans la durée. Moi, ça m'intéresse pas en tant que freelance nomade. Bon, je suis un peu peut-être plus avancé que beaucoup de personnes qui se lancent en freelance. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça pratiquement. Mais les missions court terme, c'est bof parce qu'il faut toujours que tu fasses cette démarche de prospection, trouver des clients, c'est stressant, ça prend du temps. Donc moi je te recommande vraiment d'aller plus sur des missions qui vont être long terme. Bien sûr tu t'engages pas pour 10 ans avec un client quand tu signes, mais déjà d'avoir un truc qui va durer, une mission qui va durer au moins 3 mois, au moins 6 mois avec de la récurrence et du suivi et des choses à faire, ce serait plus intéressant. Si par exemple tu es freelance et que tu veux faire des sites web, il faut que tu fasses un site web à chaque fois et il faut que tu trouves des clients continuellement et c'est pas l'idéal si tu veux mon avis. Ensuite, sixième chose et dernier point par rapport à ça, c'est au niveau responsabilité. Parce que oui, en tant que freelance, t'as des super pouvoirs et t'as les responsabilités qui vont avec. C'est une citation de Spider-Man, je crois, qui me vient. Mais quand t'es nomade, t'as des responsabilités pour être capable de faire ton travail. Il faut que tu sois responsable de t'assurer que tu vas bien pouvoir travailler, peu importe où t'es, peu importe à combien de kilomètres t'es, d'heures de différence, etc. Il faut que tu t'assures que tu puisses avoir Internet de bonne qualité. Ça, c'est important pour travailler, bien sûr. Donc, il y a plein de conseils par rapport à ça. Demander à faire des tests Wi-Fi avant de booker un endroit, de les faire sur place, etc. Ou de te prendre un coworking. Donc, Internet, quelque part aussi où tu peux travailler et être productif. Donc, quelque part de calme, de confortable, etc. Ça, c'est important. Je te recommande aussi toujours de te prendre une carte SIM mobile, donc de pouvoir en avoir une soit dans ton pays de base que tu peux utiliser dans le monde ou alors d'en prendre une locale. Ça, je te mets en haut à droite, j'ai fait une vidéo justement sur les moyens d'avoir Internet à l'étranger qui est hyper important quand tu es nomade. Donc voilà, tous ces trucs là logistiques, de pouvoir être bien au calme pour travailler avec un bon Internet, ça c'est à toi de t'en charger et de le prendre comme responsabilité parce que c'est ça qui va te permettre de faire tes missions freelance et donc d'être payé et d'avoir des clients. Deuxième chose aussi, niveau logistique, il va sûrement te falloir une adresse dans le pays dans lequel tu es basé actuellement. Donc que ce soit la France, le Québec, la Belgique, etc. Il va te faire une adresse. Donc ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux demander à de la famille ou des amis de s'en occuper, de recevoir ton courrier, de t'envoyer des photos, etc. Ça marche assez bien. Soit si tu reçois plus de courriers ou que tu veux quelque chose de plus pro, moi l'option que j'ai optée, c'est d'avoir en fait un service de courrier, une adresse en fait à laquelle j'envoie mon courrier et qui me scanne mon courrier, qui m'envoie par email. Déjà, ça m'évite d'embêter ma famille, mes amis, etc. De 2, je sais que ça va être fait directement. Et de 3, c'est un petit peu plus pro. Donc de mon côté, j'ai un deal avec un coworking à Montréal, au Québec, parce que j'étais basé là-bas avant. Donc je paye par mois, etc. Il y a un certain frais, environ 20 € par mois par rapport à ça. Ou alors, en France, je sais qu'il y a le courrier du voyageur qui fait ça.
qui fonctionne bien. Il y a aussi d'autres services qui existent, mais c'est une option pour faire ça. Et puis, beaucoup de gens me posent des questions sur je suis freelance actuellement en France, au Québec, etc. Je veux commencer à être nomade. Est-ce que je dois mettre ma boîte ailleurs? Comment je facture, etc. Donc, tout ça, c'est des questions hyper importantes. Au niveau de l'entreprise, de votre entreprise, votre activité, vous pouvez la laisser dans le pays dans lequel vous êtes actuellement. Vous pouvez rester résident fiscal du pays où vous êtes, etc. Vous occupez pas trop de ça d'ailleurs en partant. Allez tester le nomadisme, allez faire le grand saut et puis vous verrez tout ça après. Et puis en termes de contrat, de facture, etc., vous pouvez du coup continuer de le faire de la même façon que vous faisiez avant. Pas besoin de vous prendre la tête par rapport à ça. L'important là, je pense, à cette étape-là, si vous êtes freelance et que vous voulez commencer à voyager, c'est plus la partie arriver à continuer à avoir des missions, à être productif, etc. en voyageant. Toute la partie optimisation fiscale, entreprise, etc. Vous verrez ça plus tard. En tout cas, je pense qu'avec tous ces conseils-là, vous avez vu la différence entre l'activité d'un freelance qui est sédentaire et l'activité d'un freelance qui est nomade, qui voyage. Et donc, je pense que vous avez tous les éléments maintenant pour, de votre côté, commencer à voyager en tant que digital nomade freelance. En tout cas, s'il vous reste des questions par rapport à ça, si vous avez d'autres conseils à me donner sur ce sujet-là et le donner aussi aux autres personnes qui sont dans la communauté, je vous invite à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça me permet de continuer la discussion avec vous après la vidéo, d'avoir d'autres conseils pour inclure dans d'autres vidéos éventuellement par la suite et d'aider les freelances qui sont aussi dans cette démarche-là. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.